à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans Face à Michel Onfray sur CNews et sur Europe 1. Bonjour Michel. Bonjour Laurence. Heureuse de vous retrouver pour une heure de débat et d'échange sur l'actualité avec votre point de vue philosophique, bien entendu. La colère des agriculteurs, elle a ressurgi à l'aune du traité du libre-échange du Mercosur qui pourrait pénaliser, s'il était ratifié, nos éleveurs, notamment bovins. On entendra nos paysans dire ce qu'ils pensent des promesses non tenues de nos gouvernants. Sur un plan plus général, plusieurs actions, manifestations se déroulent en région. Est-ce le cri de détresse d'une profession qui refuse de mourir ? Je vous passe la parole dans un instant là-dessus, Michel Onfray. Menacé de brûler vif, un professeur de lycée ne coûte pas très cher dans notre pays. Je pense à l'affaire du proviseur du lycée Maurice Ravel à Paris, dans laquelle un homme de 27 ans, qui avait proféré ses menaces de mort sur les réseaux sociaux, a été condamné, écoutez bien, à 600 € d'amende et 5 jours de stage de citoyenneté. Pourquoi la justice envoie-t-elle ce signal désastreux à ceux qui s'en prennent aux profs et aux enseignants ? Et surtout, qu'est-ce que cela dit de notre société ? Là encore, j'ai envie d'avoir votre avis. Marine Le Pen continue-t-elle de dénoncer des réquisitions disproportionnées dans le cadre de son procès pour les emplois des parlementaires européens, de ce qui était à l'époque le Front National. Une peine d'inéligibilité qui ne passe pas et qui, selon elle, est le symbole d'une justice politique. Au niveau démocratique, qu'est-ce que cette interdiction d'être candidate pourrait représenter pour ses électeurs dans la perspective de 2027 ? Là encore, votre avis m'intéresse. Enfin, l'inquiétude. Après la nouvelle escalade en Ukraine et le tir de missiles américains de longue portée contre la Russie, Vladimir Poutine a signé un décret permettant l'utilisation d'armes nucléaires. Les Occidentaux veulent une escalade, affirme son ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov. Alors est-ce l'escalade avant la désescalade, avant peut-être l'ouverture de négociations officielles entre l'Ukraine et la Russie ? On verra votre avis sur cette question. Comment jugez-vous aussi la posture d'Emmanuel Macron dans ce conflit ? Il estime que l'autorisation américaine de frapper en Russie est une décision tout à fait bonne. Et bien sûr, on entendra le général de Gaulle parler de la façon dont les Alliés devaient à l'époque, au moment de la guerre froide, réagir face aux Soviétiques. Ces propos sont terriblement d'actualité. Tout recul a pour effet de surexciter l'agresseur et de redoubler l'agression. À méditer pour nos dirigeants aujourd'hui en 2024. Voilà pour le sommaire, Michel. Vous êtes prêts ? C'est parti pour aujourd'hui. On va commencer par la colère des paysans. Je sais qu'elle vous est chère. C'est le cri du cœur du pays profond en réalité. On va écouter l'un d'entre eux. Il s'appelle José Pérez, coprésident de la coordination rurale à Agen. Il dit qu'il faut pouvoir vivre dignement de son travail. Écoutez-le. Il y a un an, il y avait beaucoup plus de revendications, on parlait beaucoup plus de revenus. Aujourd'hui, on parle beaucoup moins de ça, même si c'est important le revenu, bien évidemment. Mais pour avoir du revenu, il faut produire. Et aujourd'hui, on ne produit plus. Et ça, il faut que ça cesse, quoi. Et si on venait aujourd'hui à supprimer des étals tous les produits qui arrivent de l'étranger et qui ne sont pas soumis aux mêmes réglementations que nous, je vous garantis qu'il ne resterait pas grand-chose sur les étals. Et non, il faut qu'on nous laisse travailler, qu'on nous laisse produire. Au mois de février, il y avait de l'espoir. Aujourd'hui, il y a du désespoir. Donc moi, je suis très inquiet. Je ne sais pas trop le ressenti de mes agris. Beaucoup sont en souffrance financière et morale. Je suis assez inquiet. Je suis vraiment inquiet. Voilà pour ce cri de désespoir de cet agriculteur de la coordination rurale. On est au cœur de la souveraineté alimentaire, Michel Onfray. Oui, moi j'étais avec les amis de la coordination rurale cette semaine à Poitiers. Ils faisaient leur congrès et je vais vous donner un scoop. Véronique Le Floch et moi-même allons faire paraître un livre sur la question paysanne. Formidable. Qui s'appelle déjà Entendez-vous dans nos campagnes, point de suspension. Très beau. Et donc j'ai entendu toutes ces personnes extraordinaires, d'abord avec une culture incroyable, une connaissance incroyable des dossiers. Et moi, quand vous venez pour faire une conférence, normalement, vous êtes censé apprendre des choses aux gens. C'est eux qui m'ont appris pendant tout le temps que j'ai passé avec eux. On a dîné ensemble et j'ai rencontré des gens dans une grande souffrance, mais dans une grande dignité aussi, et qui connaissent évidemment les dossiers à fond. Vraiment, ils connaissent les dossiers à fond. Et eux savent très bien comment tout ça fonctionne. Alors, moi, je me souviens que sur les plateaux de CNews, on a vu ce qu'était l'Europe vraiment avec eux, avec la coordination rurale. C'est-à-dire qu'il y a des grands débats théoriques sur l'Europe. Il y a les pour, il y a les contre, il y a les eurosceptiques, il y a les etc., etc. Et puis là, ils nous disent juste, en prenant l'exemple de noisettes, de cerises, de blé, de viande, de lait et de fromage, ils nous disent, bah oui, mais regardez, nous, on fait ça. Et les autres en face, ils ne font pas ça. Et on ne peut pas produire. On ne peut pas produire. C'est-à-dire, vous allez partout sur la planète et il n'y a pas de réglementation écologique, donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent, comme ils veulent, quand ils veulent. Tous ces produits-là arrivent chez nous. Nous, on ne peut pas produire parce qu'on a une réglementation écologique européenne qui nous interdit de faire ceci, de faire cela, etc. On est extrêmement fliqués, les autres peuvent faire ce qu'ils veulent. Puis après, on dit, vous êtes tous les deux sur la ligne de départ, allez-y à vos marques préparées. Mais dit, on perd.
Évidemment, on perd. Il y a 1 paysan et demi, disons 2 si on supprime les dimanches, mais 2 paysans qui se suicident tous les jours. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire, on n'en parle pas. Et ça fait un nombre considérable de morts et des gens qui souffrent, qui sont dans la souffrance. J'ai vu ces gens-là qui me racontaient leurs problèmes. Les endettements, la transmission de la ferme, alors soit de eux à leurs enfants, mais soit éventuellement de leur propre père à eux. C'est-à-dire, le père transmet la ferme difficilement, parce qu'il leur reste pas grand-chose une fois ces choses-là faites, il faut payer des droits. Et puis quand ils voient que finalement ils vont pas pouvoir faire ce que leur père faisait, il y a une espèce de souffrance de se dire je suis pas à la hauteur. Ils défendent des valeurs extraordinaires, la fidélité, l'honneur, le travail, et on leur dit vous allez de toute façon disparaître puisque c'est dans le projet. Mais c'est aussi la question de la souveraineté alimentaire qu'ils nous posent. En réalité, ils nous disent demain, on ne pourra pas nourrir les futures générations, on sera dépendant du monde entier. On ne peut pas abdiquer sur cette souveraineté-là. Oui, alors après, il faut aussi penser en termes planétaires, pour le coup. C'est-à-dire que on peut pas continuer à faire des enfants comme on fait des enfants sur la planète. Je parle pas de la France, on n'en fait plus, ou en Europe, on en fait moins. Mais de se dire d'un point de vue démographique, comment est-ce qu'on va faire quand c'est exponentiel comme ça? Moi, j'ai pas vraiment la mémoire des chiffres, mais j'avais regardé à un moment donné entre le moment où je nais et le moment d'aujourd'hui, le nombre de milliards de gens qui sont arrivés sur la planète. D'humains qui sont arrivés sur la planète. On se dit, mais la planète n'est pas extensible. On bétonne en permanence. Tous les ans, je crois qu'il y a l'équivalent d'un département qui se trouve bétonné, cimenté, etc. Après, on interdit aux paysans de travailler comme il le faut. Donc la question, elle est vraiment posée. Il y a un moment donné, on ne pourra plus, l'agriculture ne pourra plus traditionnelle, nourrir les gens. C'est pourquoi d'ailleurs, je leur dis, moi, on va vers l'industrialisation de l'agriculture. Ce que l'Europe ne dit pas, c'est qu'ils ont envie d'en finir avec la paysannerie. Ça ne se dit pas aussi clairement. Vous avez les gens, évidemment, qui sont très en colère à ce moment-là. Mais on est en train de travailler sur de la viande cellulaire, on est en train, dans les laboratoires, de cloner des cellules de bœuf, par exemple, qui vous permettent de manger du bœuf qui n'aura jamais été un bœuf. Et la jeune génération aujourd'hui, qui est biberonnée à l'écologie dès ses premières heures à l'école, qui ont dit il faut économiser la planète, une vache, ça boit beaucoup trop d'eau, les bœufs, ça n'arrête pas de péter, ça trouve la couche d'ozone, enfin, on dit, mais enfin, on en est là quasiment. Il y a des gens qui, sérieusement, s'occupent des gaz d'échappement, des bovins, des ovins, des caprins, etc. Donc, c'est pas possible que ça dure aussi longtemps. Encore un tout petit mot de ce mouvement, ces manifestations des agriculteurs. On va écouter Bruno Retailleau. Il était l'invité de CNews et d'Europe 1 cette semaine. Il dit qu'il comprend la colère des paysans, mais évidemment qu'il ne faut pas qu'elle dépasse les limites de la loi. On écoute Bruno Retailleau. La cause de la colère, elle est parfaitement justifiée. On les a enfermés dans une incompatibilité terrible. Ma ligne, c'est l'ordre républicain. Je ne peux pas faire 2 poids, 2 mesures. Parce que si j'autorisais une profession à casser, à bloquer, à faire des atteintes aux personnes, alors ça ne tiendrait plus. Évidemment, il a raison. J'y ai pensé. C'est vraiment un dilemme cornélien quand vous avez des gens qui défendent un peu vos idées. Je pense que je vais pas faire parler Bruno Retailleau, mais enfin, il est souverainiste, il l'a été, et il doit bien, évidemment, il connaît la paysannerie, lui-même, il aime la nature, élu vendéen, etc. Et donc, c'est difficile quand vous êtes le ministre de l'Intérieur de dire il faut faire respecter l'ordre républicain. Et pourtant, leur cause est juste. La colère des agriculteurs, elle entre aussi en résonance avec la colère des maires, les maires des communes de France. Il y avait un salon cette semaine, le salon de congrès des maires à Paris. On va écouter l'un d'entre eux. Il s'appelle Michel Lothier, maire de Blozasque, dans les Alpes-Maritimes. Il dénonce et il déplore surtout le mur administratif dans lequel ils se fracassent tous. Écoutez-le. Il y a le gouvernement qui essaye de gouverner, l'État qui dirige et les maires qui subissent. Quand vous déposez un dossier, on ne regarde pas comment on peut vous arranger. On regarde comment vous le bloquez. Quand est-ce que les gens d'en haut comprendront qu'il y a la ruralité? On représente 80% du territoire. Notre France, elle a un sens. Notre France, elle a un but. Elle a un passé. Actuellement, vous savez quoi? On est dépassé. On est dépassé parce qu'on ne crée pas l'envie de vivre et de créer en France. Vous savez, le mur de Berlin, il est tombé. Ce qui serait beau en France et qui tombe, c'est le mur administratif. Voilà pour ce maire, Michel Lothier. Michel Onfray, qu'est-ce que ça vous inspire? Oui, mais je souscris absolument. C'est l'administration, mais c'est la bureaucratie aussi. Moi, je voulais créer une université populaire dans mon village. J'ai reçu des interdictions de la part d'un sale type là, qui me poursuit de sa haine depuis à peu près 40 ans, qui n'est rien du tout, sous-diplômé, etc., mais qui a le pouvoir de dire non, qui signe des papiers et qui rend la vie impossible au maire. Si vous êtes un maire et que vous avez le désir de faire des choses dans votre commune, c'est toujours le cas, vous n'arrivez pas par hasard, premier magistrat d'un village de 500 habitants, comment vous allez faire pour pouvoir faire fonctionner votre village? Vous n'avez pas d'argent, vous n'avez pas de revenus, et puis vous avez
des gens qui arrivent et qui vous disent il va falloir être agrégé de droit, diplômé en fiscalité, il va vous falloir connaître le règlement européen, vous devriez être au courant. Ils ont 3 ou 4 avocats, ils sont obligés parce que pour avoir toutes les connaissances juridiques. Moi, j'ai connu des maires qui étaient des copains de tout le monde dans le village. C'est-à-dire, on allait boire un café, puis on réglait les problèmes comme ça dans le bistrot, puis on sortait, et puis le problème se trouvait réglé dans les 3 jours, et voilà. Aujourd'hui, c'est impossible. Et vous donnez du pouvoir à des médiocres, à des méchants, à des mauvais, à des sales types, à des gens qui sont là en train de dire je supprime l'initiative, celui-ci, il n'aura pas cela. Et puis après, vous avez la politique. Il est de droite. Ah bah alors, il ne faut pas lui donner des subventions. Il est de gauche. Alors, il ne faut pas lui donner des subventions. Vous dites, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Et oui, les crédits sont attribués en fonction de la politique politicienne et pas du tout en fonction de l'intérêt général. Y a-t-il nécessité pour je sais pas, repeindre les buts du terrain de foot dans un village de 500 habitants? Oui ou non? Non, de toute façon, il n'a pas besoin d'argent. Ce type-là, il vote à gauche, il vote à droite, ou je sais pas quoi. Donc, on va pas les lui donner. Donc, le petit bureaucrate qui est là, lui a sa carte au parti machin ou au parti bidule, rend la vie impossible. Le parti des petits hommes gris, comme dirait Pascal Praud. Oui, mais au-delà de ça, je dirais que c'est la nature humaine. Vous savez, si nul n'est prophète dans son pays, c'est écrit dans les évangiles, hein, donc c'est vieux. Il y a une détestation française aussi de l'initiative, de l'esprit d'initiative, du désir d'avancer. Il n'y a pas cet esprit-là aux États-Unis. Si vous voulez faire, vous faites. Si vous avez un papier, c'est fait. Vous avez un papier, c'est défait. Vous n'avez pas besoin de faire des dossiers, de faire des demandes, de passer devant des commissions, de rencontrer des gens, des juges. Oui, mais le monsieur a raison, monsieur le maire a raison, c'est l'administration, mais c'est surtout le pouvoir de ces petits bureaucrates. On est en face à Michel Onfray sur CNews et sur Europe 1. Michel, on va évoquer maintenant cette condamnation qui nous a surpris dans l'affaire d'un homme qui avait menacé de mort le proviseur du lycée Maurice Ravel à Paris. Il a été condamné à 600 € d'amende et un stage de citoyenneté de 5 jours. Comment est-ce possible quand on menace de faire brûler vif, je cite, ce chien, il parlait du proviseur du lycée Maurice Ravel, et qu'on a une condamnation qui en fait n'amène rien, ne sanctionne rien et n'envoie aucun signal, si ce n'est vous pouvez vous en prendre aux profs et aux enseignants, ça ne coûtera pas très cher. On va juste écouter la réaction d'Anne Genetet, la ministre de l'Éducation nationale, sur nos antennes cette semaine à propos de cette décision de justice. La sanction qui est prononcée, c'est clairement, moi je le dis avec des mots simples, c'est un coup porté à l'éducation nationale. On est en plus dans une semaine, ne l'oublions pas, où nous avons le procès Samuel Paty, et là aussi je voudrais avoir une pensée pour sa famille. Je crois qu'au-delà de sa famille, la communauté éducative et la société tout entière attend que justice et vérité soient dites dans ce procès, parce que à chaque fois qu'un professeur est menacé, à chaque fois qu'un chef d'établissement est menacé, mais c'est la République qui vacille. Et moi, je ne l'accepte pas. Et comme ministre de l'Éducation nationale, mon rôle, c'est d'agir, c'est de pouvoir donner à nos professeurs, à nos chefs d'établissement, la protection. Voilà pour Anne Genetet, ministre de l'Éducation nationale. Vous souscrivez à ce qu'elle dit, Michel Onfray? Non, elle joue du violon. Enfin, c'est... Arrêtez d'insulter les violonistes, Michel. Oui, vous avez raison. Non, vous avez raison. Je présente mes excuses à tous les violonistes, amateurs et professionnels. Mais c'est même très amateur chez elle. C'est cette façon de dire... c'est un coup porté à l'éducation nationale, elle a raison. Oui, bien sûr, ça mange pas de pain de dire des choses comme ça. Simplement, là où vous êtes, qu'est-ce que vous allez faire? D'autant plus que ces gens nous disent, nous allons agir, mais ils n'agissent pas. Qu'est-ce que vous voulez faire, là, pour le coup? C'est beaucoup plus général que ça. Elle n'est pas responsable, d'ailleurs, de mal jouer du violon. C'est la Xème ministre de l'Éducation nationale qui dit et ça. Ils sont tous formatés avec ce discours. C'est un discours qui ressort et à qui qu'on distribue en permanence au ministre de l'Éducation nationale qui le débite depuis 30 ans ou 40 ans. Le problème, c'est vraiment l'organisation de la justice, c'est vraiment l'organisation de la prison, c'est vraiment l'organisation de la punition. Depuis mai 68, il n'y a plus d'autorité, sous prétexte que l'autorité, c'est l'autoritarisme. Non, il faut faire la part des choses. L'autorité est nécessaire. L'autoritarisme n'est pas nécessaire. Mais 68 s'est débarrassé de l'autoritarisme et c'était très bien. Mais il y a un moment donné où il faut se dire l'autorité, c'est nécessaire. On ne peut pas laisser faire. Et là, il va se passer quoi? Il se passe quoi quand... mais il est déjà à la retraite, le proviseur, hein, parce qu'il n'a pas supporté le lynchage qui a suivi. Il avait demandé à une élève de retirer son voile islamique. Hein, c'était l'origine des menaces. Et moi, je connais une enseignante qui, aujourd'hui, ne va plus travailler parce qu'on lui a dit « Restez chez vous, vous serez payé, pas de vague ». Et ça fonctionne comme ça. Donc, on est mort s'il y a plus de réponse. Simplement, là encore, je dis souvent, il faut penser la justice. Il faut réfléchir. Ils ne réfléchissent plus, ces gens-là, ces gens qui font de la politique. C'est comment est-ce que je peux être réélu? Avec qui est-ce que je vais pouvoir m'associer? Il faut que je fasse tomber celui-ci pour prendre sa place. Et la prochaine fois, il faudra que je fasse une... C'est plus ça, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est la France. Ce sont les Français. C'est ce qui se passe à l'école. Donc, c'est le problème de ce qu'il y a dans la tête des gens. Le nazisme, le stalinisme,
ou l'islamo-gauchisme aujourd'hui, ou le wokisme, qu'est-ce que vous voulez faire quand vous avez des gens qui pensent des sottises pareilles, qui pensent qu'effectivement, ce chien, il faut le mettre sur un bûcher ou le tuer, Le faire vous brûler, allez oui. dire, c'est pas bien. Parce que là, l'idéal, c'est quoi? C'est pas non plus de le mettre 1 an en prison. Non, mais qu'il y ait une sanction qui est une réalité. Eh bien, il faut penser la sanction. 0 sanction, comme c'est le cas, c'est insupportable. C'est pas non plus 3 mois de prison. Et la question est comment rééduquer des gens. Exactement. C'est difficile d'expliquer à des gens que depuis des années ils peuvent tout dire sur le net sous prétexte de pseudonyme et de liberté d'expression, que vous pouvez faire des menaces de mort en permanence. On devrait penser, il y a une espèce de vide juridique là sur ce sujet. Oui. Quand vous menacez de mort de manière, en plus de ça la plupart du temps sous pseudonyme, de manière anonyme, bien eh sûr. bien il devrait y avoir une juridiction particulière qui fasse que, je ne sais pas, après on réfléchit avec des magistrats, des avocats, des sociologues, des juristes, et puis on invente des peines. Sûrement pas l'emprisonnement, mais il y a des peines numériques probablement à trouver. Alors, on parle de peine, on parle de justice. Évoquons encore un instant l'affaire Marine Le Pen, qui a une nouvelle fois cette semaine dénoncé la peine d'inéligibilité exécutoire qui a été requise contre elle dans le procès des parlementaires européens. C'est du jamais vu, selon elle. Elle dit que personne n'a eu à subir cela. Ça pose un certain nombre de questions sur l'avenir politique de Marine Le Pen. On va juste écouter Sébastien Chenu du Rassemblement National, et puis on va se projeter sur 2027. Cette crise de régime, elle existe déjà. Cette crise politique, nous y sommes. Quand vous voyez les réquisitions, les demandes d'un parquet sur Marine Le Pen, qui veut envoyer Marine Le Pen en prison, c'est-à-dire la ruiner financièrement, l'empêcher politiquement de continuer son parcours et l'envoyer en prison, c'est-à-dire davantage que ce qu'on fait pour n'importe quel racaille, n'importe quel voleur et violeur. Vous dites que oui, nous sommes déjà dans une crise politique et une crise de régime. C'est totalement disproportionné. Les réquisitions sont totalement disproportionnées avec le fond du dossier. Et nous l'avons démontré, comme nous avons démontré la partialité de la procureure qui a dit, qui a avoué, qui a reconnu que ça lui ferait trop mal de demander la relaxe. Pour Sébastien Chenu, Michel Onfray, qu'est-ce que, au niveau démocratique, ça voudrait dire, cela signifierait le fait que Marine Le Pen puisse ne pas se présenter en 2027 ? Ça signifie que le pouvoir n'est plus là où il devrait être. C'est-à-dire que moi, je suis considéré comme un type d'extrême droite qui aurait viré sa cutie côté fasciste simplement parce que je rappelle les fondamentaux de la démocratie et de la République. Si vous dites aujourd'hui la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple, fasciste. Si vous dites mais la République, c'est quand même la chose publique, donc intérêt général, bien public, fasciste. Et vous vous apercevez que pour contourner les élections, c'est-à-dire pour contourner la sollicitation populaire, aujourd'hui, c'est très simple. Vous faites plus de référendum, par exemple. Il n'y a plus de référendum. Comme ça, c'est réglé. Éventuellement, jadis, en 2005, quand il y a un référendum, que le peuple s'exprime, en 2008, on lui dit, vous vous êtes trompé, on va vous faire manger ce que vous avez refusé d'ingurgiter. Mais vous avez aussi, aujourd'hui, des instruments de domination. Tu sais rappeler ça les appareils idéologiques d'État. Mais la plupart de la presse, aujourd'hui, les institutions, le syndicat de la magistrature, un certain type de justice, mais aussi les instances, les conseils d'État ou autres aujourd'hui, qui font la loi à la place du peuple. Et je ne parle même plus de l'Europe, qui nous disent qu'il faut penser et qui nous fait savoir que le droit européen est supérieur de toute façon au droit français. Ça veut dire en gros qu'il n'y a plus de souveraineté nationale, le peuple ne peut plus décider puisque c'est l'Europe qui décide par-dessus. Donc on voit bien que ça a été le cas avec Nicolas Sarkozy, c'était le cas avec François Fillon, c'est le cas avec Marine Le Pen. Si on peut empêcher des candidats d'aller jusqu'à l'élection, alors c'est formidable. On dit voilà, très bien, ceux-là on les a entravés. Je rappelle qu'il y a quand même des dossiers sur Mélenchon qui n'aboutissent pas. Il y a un procès en cours. C'est toujours en cours. C'est drôle parce qu'il y a aussi une façon dans la justice de fonctionner qui est de dire on fait rien, on bouge pas. Il y a un dossier, il est là sur une pile et puis on n'y touche pas. On y touchera dans 3 ans, dans 4 ans. Puis à un moment donné, on dira bah oui, mais etc. Donc oui, ça aussi, ça fait partie des stratégies. C'est-à-dire vous portez plainte, mais il y a des gens qui ne traitent pas le dossier. En revanche, là pour Marine Le Pen, il y a urgence. Et puis il y a même urgence à dire quoi qu'il arrive, de toute façon, vous serez interdite. On a vu avec Trump que même s'il avait pas mal d'ennuis et que c'était fondé, c'est fondé chez Marine Le Pen aussi, cette requête en justice, ça me paraît normal. La justice doit se faire de manière sereine. On a rappelé sur le plateau que les yeux bandés et le plateau, et les deux des plateaux, la balance de la c'était justice. théoriquement la justice. Maintenant, c'est plus du tout le cas. C'est les yeux grands ouverts, les plateaux comme ça, en disant, c'est d'ailleurs ce que l'ancien patron du syndicat de la magistrature avait dit il y a quelques années, en faisant savoir que, allez voir de ce côté-là, il y a des gens qui, effectivement, sont du bon côté politique et qui, eux, n'auront jamais de problème avec la justice, et d'autres qui ne sont pas du bon côté politique, je mets ça évidemment entre guillemets, et qui, eux, sont poursuivis par la justice, sans cesse. Michel Onfray, il y a aussi cette question de crise politique, de crise de régime dans laquelle on pourrait entrer si jamais ce gouvernement, celui de Michel Barnier, tombait, si Marine Le Pen décidait de voter la censure prochainement, là, sur le budget. Là, c'est terra incognita, on rentrerait en terre inconnue.
sur la crise politique qui Non, parce s'ouvrirait. qu'il y a vraiment on est en terre connue, puisque c'est Macron, et on sait comment Macron est capable de tout faire. C'est tout, le contraire de tout, nommer l'un, l'autre, n'importe qui. Il est imprévisible, en ce sens, il est très prévisible. Donc ce personnage restera jusqu'au bout, sauf si évidemment la force le déloge. Mais sinon, il est capable de nommer n'importe qui, n'importe quoi. Mais avec un gouvernement qui tomberait comme ça tous les 2 ou 3 mois, il suffit ce serait pas la crise politique, ça? Si, parce que s'il nomme Madame Castet, par exemple, le Rassemblement national sera contre, et puis, enfin, c'est ingérable. La seule façon de trancher le nœud gordien, elle est gaulliste, elle est gaullienne. Mais ça n'a rien à voir avec Emmanuel Macron, le gaullisme. C'est de dire, je suis une entrave au bon fonctionnement de la démocratie. Alors que lui dit, mais c'est formidable d'être une entrave à la démocratie. Et de dire, je m'en vais. Et puis on refait des élections. Voilà, le peuple refait est des souverain. élections présidentielles. Oui, le peuple est souverain et le peuple va décider. C'est lui le problème. Il y a un moment donné où il faut quand même qu'on se voit qu'on n'est pas aimé, on est même franchement détesté, qu'on n'est pas capable de faire un gouvernement. Normalement, un gouvernement, ça se fait en 3 jours. Et là, il attend, il y a des résultats d'élection, on va voir, il y a les Jeux Olympiques, je dissous, mais je me prends 3 mois de vacances et on verra bien. C'est-à-dire qu'en gros, je vous embrenne, si on veut un mot qui ne soit pas grossier. C'est emmerdé, pour traduire tout de suite, mais c'est son fonctionnement. Donc il est prêt à, peut-être même, le gouvernement tombe, il renomme, il a le droit, il renomme Barnier, et les mêmes. Ah, il peut renommer aussi. Mais absolument, il faut pas croire que possible. faire chuter un gouvernement, c'est obligatoirement à appeler un autre gouvernement avec une autre tête. Non, pas du tout. Et il ira jusqu'au bout. Ce ne sera ni quelqu'un de la France insoumise, du nouveau Front populaire, donc de la France insoumise, ni quelqu'un du Rassemblement national. Ils le disent depuis toujours. Il y a Attal qui le fait savoir aussi. Ce sera un Maastrichtien. Ce sera un Maastrichtien de droite ou de gauche, donc il y a des candidats. Ça pourrait être Bayrou. Bayrou, il n'attend que ça. Bon. Cazeneuve, d'une certaine manière, Merci. il faut aller le chercher, le prier, mais il n'attend que ça aussi. Je ne parle même pas de François Hollande qui, lui, arriverait ventre à terre, si je puis me permettre l'expression. Et qui s'est quasiment déjà déclaré candidat pour 2027. C'est Ségolène Royal qui a dit « je suis disponible ». On avait des gens qui sont prêts à ramasser le gant. Michel Onfray, on fait une petite pause. On se retrouve dans un instant dans Face à Michel Onfray sur CNews et Europe 1. On évoquera encore un tout petit peu la justice à l'aune du jugement dans l'affaire Pierre Palmade. On parlera aussi de la grande inquiétude après l'escalade entre l'Ukraine et la Russie. Jusqu'où est-ce que cela peut aller? Est-ce que vous redoutez une guerre qui se généralise? Vos réponses dans un instant dans Face à Michel Onfray. Et on se retrouve pour la seconde partie de Face à Michel Onfray sur CNews et sur Europe 1. Michel, encore une question sur la justice avant d'évoquer la géopolitique. L'ex-humoriste Pierre Palmade a été condamné cette semaine après le terrible accident de voiture qu'il a provoqué en 2023. Il conduisait sous l'emprise de stupéfiants, il était en état de récidive. Il avait provoqué les blessures très graves d'un petit enfant, de son papa et surtout d'une jeune femme qui avait perdu son bébé. Il a été condamné à 5 ans de prison, dont 2 ans ferme. On va se poser la question de cette sanction. Et on va juste écouter une femme qui est membre d'une association de victimes de la route qui dit et qui demande une sanction véritable pour ceux qui prennent le volant sous l'emprise de stupéfiants ou d'alcool. Écoutez-la, elle s'appelle Margarita. Qu'il aille en prison, comme toutes les personnes qui tuent les gens innocents. Comme je vous dis, une vie ne s'arrête pas, ne peut pas. La vie ne doit pas finir par l'homicide routier. Tous les Pierre Palmade, libre, aucune condamnation, d'accord? Alors que nous, famille des victimes, nous sommes condamnés à perpétuité. Voilà pour ce témoignage, Michel Onfray. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette affaire? C'est toujours problématique d'opposer les bourreaux et les victimes. C'est vrai. De toute façon, il y a une perspective qui est celle des familles de victimes, de ceux qui restent, de ceux qui ont vu leur enfant mourir, leur père, leur mère, leurs amis ou je ne sais quoi, et qui ne peuvent pas penser en termes de justice de manière sereine. C'est normal. Chacun, quand il est concerné, perd l'usage de la raison et a envie de vengeance. Donc je comprends cette dame. En même temps, il faut comprendre ce qu'est le droit et comment doit fonctionner le droit. Le droit, c'est pas la vengeance, c'est la justice, c'est l'expression de la justice. C'est pas de dire on va faire ce qu'il a fait ou il faut absolument qu'il passe 10 ans de sa vie en prison non plus. La prison, c'est fait pour rééduquer. D'une certaine manière. Est-ce que Pierre Palmade va être rééduqué s'il fait 2 ans de prison ferme, comme ça semble être le cas? Est-ce que quand il en sortira mieux, différent?
C'est difficile aujourd'hui d'en finir avec la drogue, c'est difficile d'en finir pas seulement avec la drogue, mais ce qui conduit à la drogue. La drogue, c'est une chose, mais c'est trop facile de juger, de faire le procès de la drogue. Il faut faire l'explication du drogué. Qu'est-ce qui fait qu'un jour, on se retrouve dans la peau d'un type qui, moi j'ai vu il était chargé comme une mule. Comment est-ce possible? Piqûre, médicament, probablement un peu d'alcool. Qu'est-ce qu'il y a dans la tête de quelqu'un pour en arriver à ça? Alors oui, bien sûr, c'est un coupable. Il y a parfois des coupables qui sont des victimes. Et si on veut vraiment régler le problème, c'est pas le tout prison. Je pense que la prison doit être repensée, qu'elle doit être réservée à des cas particuliers, et qu'il y a un nombre de gens qui se trouvent en prison, qui sont par exemple des délinquants sexuels, et qui sont des gens qui sont malades mentaux, enfin disons-le rapidement, mais qui ont des affections psychiques, et qu'on ne traite pas par l'enfermement. C'est bien, la vengeance y trouve son compte, et je comprends qu'on puisse vouloir un peu de vengeance dans l'expression de la justice. Mais il ressort parfois plus dangereux qu'ils ne sont rentrés en prison. Alors lui, ce ne sera pas son cas, mais je ne pense pas qu'il sortira guéri. Non, je ne parle pas de Pierre Palmade. Oui, c'est ça, pour beaucoup, oui, bien sûr. Et il faut penser à la prison. À quoi ça sert? Et si c'est la vengeance, c'est pas la peine. Si ça doit permettre de protéger la société, de protéger l'individu contre lui-même, ce que je pense, ce que je crois, eh bien, il y a urgence à repenser tout ça. Mais au Parti Socialiste, ils ont autre chose à faire, ou chez la France Insoumise, que de repenser la question du droit. Ils veulent être élus ou réélus, ou avoir des postes. C'est bien dommage, parce que les douleurs sont terribles à entendre. Bien entendu. Michel Onfray, on est sur CNews et sur Europe 1. Évoquons maintenant cette escalade, désormais dans le conflit ukrainien. D'un côté, la Russie, de l'autre, les États-Unis, qui ont autorisé l'utilisation de missiles à longue portée. On a le sentiment d'une escalade. Ça provoque beaucoup d'inquiétudes chez les Européens. En Finlande et en Suède, on distribue des manuels à la population pour la préparer à la guerre, avec la constitution de stocks de nourriture, ou aller s'abriter en cas de bombardement aérien. Il y a quelque chose qui est en train de monter, qui est extrêmement inquiétant. Comment vous analysez cette montée, cette escalade, évidemment, qui précède l'investiture de Donald Trump? Tout ça n'est pas anecdotique. Il sera investi en janvier président des États-Unis. Alors il faut penser la guerre. Et penser la guerre, c'est pas juste dire c'est bien ou c'est pas bien. En disant il y a des bons, il y a des méchants, on est d'accord sur tout ça. C'est injustifiable de bombarder des populations civiles ukrainiennes quand on a envie de rattacher l'Ukraine à un empire russe, ex-soviétique. Je le dis et je le redis, cette guerre est indéfendable. Maintenant, il y a une réalité de géopolitique, et elle est ancienne. Cette guerre en Ukraine, elle a une dizaine d'années. Je le rappelle. En réalité, oui. C'est pas parce que les médias depuis la guerre de Crimée, là-dessus depuis 1000 jours, on aura 1000 jours, non. Ça fait une dizaine d'années que cette guerre a lieu. Et il y a des années que se prépare cette guerre. Et c'est une opposition entre un bloc de l'Est qui veut reconstituer son empire, Poutine, et puis un bloc de l'Ouest, l'Europe, mais globalement les Américains, qui veulent avancer leur pion. Dans le genre, je pousse par là, et il y a des points de jonction ou de friction qui font qu'à un moment donné, la Russie dit il va falloir vous arrêter, calmez-vous, n'allez pas plus loin. Et les autres disent si, on va aller plus loin, avec l'Europe, avec la France, pour nous expliquer que le bien, le mal, etc., qu'il faut défendre cette guerre. Moi, je ne défends aucune guerre. Si on peut éviter les guerres, c'est quand même beaucoup mieux que d'attendre qu'elles aient lieu pour demander comment elles peuvent se terminer. Donc cette guerre a eu lieu. Il a dit arrêtez de m'énerver. Et puis à un moment donné, il dit j'envahis l'Ukraine. Ce qui est injustifiable. Ce qui est injustifiable. Je l'ai dit tout à l'heure, et je le redis, je le redirai toujours. On ne gère pas des problèmes de géopolitique en massacrant des populations civiles. Absolument. Vous avez des bombes qui tombent en Ukraine tous les jours, vous avez des morts, vous avez des blessés, vous avez des gens qui vivent dehors dans un froid de gueux, et ça n'est pas acceptable. Donc je ne défends pas Poutine. J'explique comment le conflit arrive, et comment le conflit peut être géré par un Trump qui dit mais moi j'ai les solutions. Je ne donne plus d'armes à l'Ukraine, et l'Ukraine va plus pouvoir combattre. Maintenant, la condition, c'est qu'on négocie avec Poutine. Donc on négocie, et puis éventuellement, on abandonne quelques territoires. Jamais une guerre ne se fait sans qu'on revienne à la situation originale. Il y a toujours des bouts de terrain qui sont pris par l'un, puis par l'autre. Mais enfin, la paix et puis le calme. Il y a des populations russophones. Moi, je suis un démocrate, donc je pense qu'on aurait pu demander à des populations, dans le Donbass, par exemple, en leur demandant ce qu'ils voulaient, et puis obtenir des fédérations ou des États fédérés. Je suis camusien sur ce sujet-là. Je ne suis pas du tout un jacobin qui pense qu'il faut un bloc d'États comme ça. Je crois simplement que quand on est élu président de la République aux États-Unis, mais qu'il y a un second président de la République et qu'il y a un délai d'un mois et demi, et Trump, c'est ça, entre les deux, là, il faut penser ce délai-là. Qui appuie sur le bouton nucléaire? Est-ce que c'est toujours Biden tout de suite? Ah oui. Et pas Trump. Sauf que
Sauf que le peuple a sollicité un Trump qui, lui, est déjà investi. D'accord, il y aura une cérémonie d'investiture, mais la cérémonie d'investiture, le fait d'être président, c'est le moment où vous êtes déclaré président. Oui, mais il n'est pas aux commandes oui, de mais l'État. c'est là que la démocratie ne fonctionne pas bien. En France, c'est beaucoup plus court. C'est 8 jours et ça peut être beaucoup plus court. On se souvient, quand Mitterrand a été élu, on se dit, mais il fait quoi? Enfin, donc, il est le temps quand même de vous retourner pour faire des ministères, pour bricoler tout ça. Mais on ne devrait pas, on devrait suspendre, il devrait y avoir une espèce de glacis en disant, on ne prend pas de décisions qui sont considérables. Que Biden prenne la décision d'autoriser le bombardement de la Russie par l'Ukraine, la Russie ayant fait savoir que si de tels bombardements avaient lieu, la menace nucléaire ne serait pas une menace, mais que ce serait une réalité ou une réalisation, c'est jouer vraiment avec le feu. Alors quand Macron arrive, on dit « Oh, c'est bien ce qui est fait aux États-Unis, c'est bien ce qui est fait ». On se dit « Mais ils ont envie de quoi, ces gens-là? D'une vraie guerre nucléaire ?» Parce que tous ces généraux de papier qui disent « Poutine, il n'interviendra pas, il fera pas ça, etc. » C'était les mêmes qui nous disaient qu'il n'entrerait pas en Ukraine. Les mêmes. On a la mémoire courte, mais tous ces généraux, là, on devrait dire « Vous avez dit qu'il n'entrerait jamais en Ukraine, il est entré en Ukraine, et vous nous dites aujourd'hui qu'il n'utilisera jamais la bombe atomique, d'où tenez-vous ça ?» Et je pense que il n'est pas seulement dans la frime, c'est un dictateur, Poutine. C'est pas comme un politicien français qui vient, qui dit des choses et puis qui etc. Lui il dit mais moi j'ai refait 2 ou 3 trucs, là on a refait un contrat, j'ai rajouté 3 lignes pour justifier l'usage de la bombe atomique. Oh mais c'est de la com. Non, c'est pas de la com, c'est de la com pour ces gens-là ou pour notre politique politicienne qui ne vit que de com. Mais un dictateur ne vit pas que de com. Et Michel Onfray, vous pensez qu'il pourrait s'en tenir là? Parce qu'on voit que la Finlande s'inquiète, elle a de quoi s'inquiéter, la Suède s'inquiète. Oui. Est-ce que nous aussi on devrait s'inquiéter? Je pense que si on continue à agresser comme ça et qu'on rentre dans la liste des ennemis, ce qui est déjà le cas, vous faites partie des ennemis de Poutine. Voilà. Un dictateur qui dit j'ai des amis, j'ai des ennemis. On voit bien que la Corée fait partie des amis, et la Chine fait partie des amis, l'Iran fait partie des amis, et que de l'autre côté, on a un chef de l'État qui dit il faut absolument qu'on aille du côté de l'Ukraine. Très bien. Mais déjà, on a parlé des agriculteurs tout à l'heure. Allez leur parler du blé aux agriculteurs quand ils vont vous expliquer comment on leur a imposé le blé ukrainien indépendamment. Ou les poulets ukrainiens. Ou les poulets ukrainiens qui sont faits dans des conditions insupportables. Est-ce que c'est vraiment notre guerre, à nous la France? Alors oui, je comprends que ce soit la guerre de l'Europe, mais c'est pas la guerre de la France. Le souverainiste que je suis dit, c'est pas la guerre de la France. Et puis on peut pas s'occuper de toutes les guerres du monde, sinon allons déloger les Chinois du Tibet. Ils sont là-bas depuis 1959, et je pense que le Tibet, tout le monde s'en moque. On est en face à Michel Onfray sur CNews et Europe 1. Nous allons maintenant, mon cher Michel, écouter le général de Gaulle. C'est notre archive, le grand retour de notre archive de Gaulle. C'est en 1961, on est en pleine guerre froide. Écoutez ce qu'il disait sur la façon dont il faut réagir face aux soviétiques. Si ceux-ci veulent par la force réduire les positions et couper les communications des Alliés à Berlin, les Alliés doivent par la force maintenir leur position et maintenir leur communication. Assurément, de fil en aiguille, comme on dit, et si tout cela fait multiplier les actes hostiles des soviets, actes auxquels il faudrait répondre, on pourrait en venir à la guerre générale. Mais alors, c'est que les soviets l'auraient délibérément voulu. Voilà pour le général de Gaulle en 1961. Terriblement d'actualité encore. Hein. Ah oui. Michel Onfray. Les gens qui n'ont pas compris que Poutine continuait l'Empire soviétique n'ont rien compris. D'ailleurs, vous avez vu, la fossile et le marteau n'a pas disparu d'un certain nombre d'endroits, encore moins les drapeaux quand il y a des défilés, encore moins le matériel militaire. Il est toujours dans cette logique. On n'a pas le temps d'expliquer comment il a fait des propositions à l'Europe pour faire de telle sorte que l'Europe soit celle du général de Gaulle de l'Atlantique à l'Oural et que l'Europe a dit « allez vous faire voir ». On parlait tout à l'heure des explications de cette guerre avec l'Ukraine. On pourrait expliquer pourquoi on en est arrivé là aujourd'hui. Et de fait, c'est le retour des soviets avec Poutine. Lui, il voulait d'un empire avec une Europe qui aurait été plus russifiée qu'elle n'aurait été otanisée. Ça se négocie. Après, quand vous êtes chef d'État, c'est votre boulot. Pas payé pour aller prendre des vacances à Rio. Mais à l'époque, il est devant un empire qui, lui, dispose de la bombe atomique et est susceptible de l'utiliser. Et les Américains qui étaient eux aussi susceptibles de l'utiliser. Donc on voit bien que les enjeux sont importants. Et il parle de la force. C'est très important, la force. La force, c'est une violence qui sait où elle va. La violence, c'est une force qui ne sait pas où elle va. La violence, c'est n'importe quoi, c'est le bazar, c'est ce que veut Mélenchon. Il veut juste tout détruire.
La force, c'est de dire nous allons utiliser un certain type de violence, mais pour parvenir à une fin particulière. C'est l'équilibre de la terreur. C'est l'équilibre de la force, c'est de dire si vous faites ceci, nous allons faire cela. Et si le général de Gaulle dit ça, c'est pas Macron. C'est pas Macron qui dit si vous dites ça, on va faire ça. En disant mais en même temps, on peut faire aussi très exactement le contraire. Mais en même temps, on peut aussi faire une tierce chose qui n'aurait rien à voir. N'oubliez jamais notre président Macron, non, Michel. Mais écoutez, il va nous avoir gouverné pendant 10 ans, c'est terrible pour la France. Et le général de Gaulle parle de la force. Il n'y a pas de théorie de la force en France. C'est comme l'autorité dont nous parlions tout à l'heure, mai 68, a ravagé la force, a ravagé l'autorité au profit de la violence. C'est ça le problème. S'il s'agit d'en finir avec l'autorité pour que ce soit le paradis sur Terre, c'est formidable, c'est très bien, mais c'est pas le cas. Donc qu'est-ce qu'on oppose à la force ? Une contre-force. Et nous n'avons pas les moyens d'opposer une contre-force, d'abord parce que nous ne sommes plus souverains, et ensuite parce que nous sommes totalement vassalisés au point qu'on s'en va demander l'autorisation de respirer à Bruxelles ou à Strasbourg. Michel Onfray, on est sur CNews et sur Europe 1. Un tout petit mot aussi de ce qui se passe à Berlin. La chef de la police de Berlin, cette semaine, Michel, a dit, elle a conseillé aux juifs et aux homosexuels de ne pas se rendre dans certains quartiers de la capitale en leur disant qu'elle ne pouvait rien faire pour eux s'ils y étaient agressés. Des quartiers communautarisés. C'est un aveu d'impuissance absolue. Oui. En Allemagne. Alors les Juifs ont hélas compris, eux, depuis longtemps, que effectivement ils n'étaient pas les bienvenus dans pas mal de pays européens et qu'en France il était difficile d'être juif aujourd'hui. C'est terrible, c'est tellement terrible. Moi ça me fusille de voir que les Juifs sont obligés de cacher leur judéité en se disant je peux pas porter la kippa aujourd'hui, je peux me faire massacrer au couteau, au tournevis, au marteau, enfin bon. Si les homosexuels peuvent comprendre qu'eux aussi sont dans le même bateau, ce serait bien, parce que tous ces gens qui sont avec le drapeau LGBT en même temps que le drapeau palestinien, ils n'ont pas compris que c'est l'équivalent de juifs qui manifesteraient dans des manifs nazis dans les années 20, en Allemagne. Ils vont se faire manger, les homosexuels, par ceux qui défendent aujourd'hui la Palestine, parce que le pouvoir palestinien aujourd'hui est un pouvoir théocratique et pas démocratique, et qu'il y a dans le programme politique théocratique de l'islam, de fait, de l'antisémitisme, et puis de l'homophobie. Si on commence à comprendre que, de fait, ils ont des combats communs, les homosexuels aujourd'hui, ou les trans, ou les gays divers et multiples, ou les LGBT, et les juifs, pas contre les juifs, mais et les juifs, qu'effectivement, ils ont des gens qui sont leurs ennemis ou leurs adversaires, alors à ce moment-là, on pourra recommencer à faire de la politique digne de ce nom. Michel Onfray, une petite question que je vais vous poser. Avec qui rêveriez-vous de dîner ? Vous allez attendre avant de me donner la réponse. On va écouter la réponse de l'ancien président Nicolas Sarkozy. Il a été interrogé à ce sujet-là dans un podcast très intéressant. Donc, avec qui a envie, rêve de dîner Nicolas Sarkozy ? Écoutez la réponse et après, je serai très intéressée par la vôtre. Un jour, on m'a interrogé pour me dire quel serait pour vous le dîner idéal, les gens que vous rêverez de rencontrer. Allez, vous avez 3 ou 4 invités. Je dis, mais vous rigolez ? J'en veux qu'un seul. Qui ? Jésus. Parce que quand même, si c'est vrai, quelqu'un qui ressuscite, c'est pas banal. Oui. Et si c'est pas vrai, quelqu'un qui a eu 3 années d'existence publique et qui, 21 siècles après, parle encore à 4 milliards d'individus sur Terre, c'est pas banal non plus. Voilà pour l'ancien président Nicolas Sarkozy qui répondait à Guillaume Pley dans ce podcast Légende. Il y a beaucoup d'ironie dans cette réponse. Il n'y a que ça. Il est très doué, il est très bon. Très intelligent. Très doué. Politiquement, c'était pas mon monde et c'est toujours pas mon monde, mais humainement, il a une ironie, une drôlerie, c'est incroyable. Je sais pas si on lui a donné les questions avant, mais peu importe. Même si on lui a donné les questions, il a les bonnes réponses. Et on voit bien qu'il a l'œil qui frise, de la même manière qu'avec l'éducation nationale. Sur les professeurs, oui, bien sûr. Il a tapé sur les enseignants. Moi, je suis pas d'accord avec lui. Il y a des professeurs qui ont porté plainte contre lui. Mais c'est ça. Ça veut dire qu'elle n'a pas compris non plus l'ironie. Jean Kelevitch avait écrit un très beau livre qui s'appelait tout simplement L'ironie, et qui dit, mais dans l'ironie, on fait confiance à l'intelligence de celui avec qui on pratique l'ironie. Si vous dites Swift, par exemple, qui est un écrivain qui a connu, enfin les gens le connaissent, il a écrit Les Voyages de Gulliver, mais à un moment donné, il dit, mais il y a beaucoup de pauvreté, de misère et beaucoup trop d'enfants en Irlande au XVIIIe siècle. Alors il dit, mais moi je vois qu'une solution pour régler en même temps le problème des enfants et le problème de la famine, il faut manger des enfants. Il y a des gens qui ont dit, mais fait l'éloge du cannibalisme. Non, c'était de l'ironie. C'était de l'ironie. On pense que celui qui nous écoute va bien comprendre que si on dit ça, c'est qu'on pense le contraire, mais que on fabrique un sourire, on produit un rire. Et Nicolas Sarkozy, il est là-dedans. Quand il est même dans l'éducation nationale, quand il dit, ah oui, c'est vrai, préparer les cours, c'est important, surtout
surtout en primaire, quoi. Non, maternelle, il avait dit. Donc c'est de l'humour. Alors après, on est d'accord ou pas d'accord, et moi je ne suis pas d'accord, mais soyons d'accord avec le fait qu'on puisse être un peu drôle, un peu intelligent, qu'on puisse faire de l'humour et de l'ironie, et que l'ironie ne conduise pas forcément au tribunal. Michel Onfray, avec qui rêveriez-vous de dîner? Vous avez réfléchi à la réponse? Quand vous me l'avez posé, oui, c'est très simple. Moi, je voudrais dîner avec mon père qui n'est plus de ce monde. Bon, ça c'est très très touchant. Mais évidemment, ça pose des questions infinies. Avec qui, voilà, on aurait envie d'échanger, de qui on aurait envie d'apprendre encore des choses. Moi, ça serait Julien Gracq, vous voyez, ah oui, qui était mon auteur préféré. Oui, oui. Moi, je l'ai beaucoup aimé, je l'aime toujours beaucoup, et j'étais allé à Saint-Florent-le-Vieil, qui était sa petite maison, là, pour... Normandie. Et puis, il venait de faire La forme d'une ville, de publier La forme d'une ville, qui était un livre consacré à Nantes. Et j'ai beaucoup aimé. Mais je n'ai jamais dérangé les grands auteurs en disant « je vous aime tellement, je voudrais ceci ». Puis après, il y a eu des gens, Philippe Ludy ou Régis Debray, par exemple, qui sont allés voir le grand auteur et puis qui ont dit « nous sommes allés dans tel restaurant, nous avons mangé une sole avec un vin de Sancerre », etc. Je ne l'ai jamais dérangé, mais le fait d'avoir été le contemporain de Julien Gracq, le fait d'avoir vu sa petite maison, de l'endroit où il était, où il vivait avec sa sœur, ça m'a suffi à l'époque. Et puis il reste l'œuvre. Alors, on cite quand même Le Rivage des Syrtes, évidemment. C'est pas celui-là que... Moi, c'est mon préféré. Oui. Un balcon en forêt. C'est au château d'Argol, pour moi. J'aime beaucoup les trines, et qui sont des tout petits, des jolis petits bijoux. Et puis j'adore Rome, donc autour des 7 collines. Et puis je vous dis, Nantes, qui était racontée, vous savez, La forme d'une ville, c'est le morceau d'un vers de Baudelaire. Mais penser poétiquement une ville comme Nantes, non, je dirais beaucoup de choses, mais pour les gens qui nous écoutent, je ne dirais pas tout de suite Le Rivage des Syrtes. C'est un livre sur l'ennui qui est ennuyeux. Vous savez, qui est magnifique. Alors, on va en débattre des heures. Oui. Moi, je l'ai lu 3 fois, je l'adore. En tout cas, on conseille à nos auditeurs et nos téléspectateurs de lire Au château d'Argol. Et de lire du Michel Onfray aussi, qui a un livre qui sort en ce moment. Toujours, vous avez toujours un livre qui sort. Oui, il y a tous mes récits de voyage, dans un volume qui s'appelle Esthétique du voyage. Je ne sais pas si c'est encore en librairie. On va déjà le conseiller du moins en librairie, mais ça le sera. À nos auditeurs et téléspectateurs. Merci beaucoup, Michel Onfray. Moi qui vous remercie. Passionnante heure en votre compagnie sur CNews et sur Europe 1. À la semaine prochaine.